Alors, on va commencer, si vous voulez bien. Bien, merci d'être là. Bonsoir. Merci à ceux qui se sont déplacés pour venir nous voir. Merci à ceux qui sont là en direct via le site web ou encore en différé. Alors, je m'appelle Philippe Schnob, je suis président du conseil d'administration et comme à l'habitude, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous accompagnent, les membres du conseil. D'abord, M. Marvin Rotran, conseiller de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. M. Georges Bourrel, maire de Beaconsfield. Bonsoir. Mme Laurence Parent, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir. Mme Marie Plourde, conseillère du plateau Mont-Royal. Bonsoir. Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir. M. Craig Sauvé, vice-président du conseil et conseiller de l'arrondissement sud-ouest. Bonsoir. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif. Bonsoir. Mme Valérie Patreau, conseillère de l'arrondissement Outremont. Mme Marie-Henri Mauger, conseillère d'arrondissement de Verdun. Bonsoir. M. Francesco Miele, conseiller de ville de l'arrondissement Saint-Laurent. Et Maître Sylvain Joly, secrétaire corporatif et directeur des affaires juridiques. Bonsoir. Et exceptionnellement, aujourd'hui, je vais vous présenter aussi quelqu'un qui nous quitte aujourd'hui, qui prend sa retraite. Il s'agit de M. Christian Portelance, qui est à l'arrière. Avance-toi, Christian, avance-toi. Il va venir me porter la liste des questions en même temps. Alors, M. Portelance... Je pense que la liste des questions est prête. Ça va vous forcer à venir à l'avant. Alors, M. Portelance nous quitte vraiment aujourd'hui. Après 27 ans de service, il a occupé, et c'est ça qu'on l'a appris cet après-midi, différentes fonctions à la STM. Il a été chauffeur d'autobus, gérant de station, chef de division, revenu voyageur, avant de passer au secrétariat corporatif. Il l'est encore pour quelques heures, secrétaire corporatif adjoint. Alors, merci pour tout ce que vous avez fait à la STM au cours de ces 27 années. Et je souligne aussi que M. Frédéric Roussel, qui est présent dans la salle également à l'arrière, va prendre la relève. Alors, bienvenue à bord. Et puis, je commence avec une autre retraite, celle des MR 63, qui prendront leur retraite après 52 ans de loyaux services. Vous savez, on va retirer les dernières voitures MR63 du service prochainement, après avoir parcouru 4 millions de kilomètres chacune depuis leur mise en service en 62. Elles vont cesser définitivement leur service à la clientèle très bientôt, le 21 juin. Alors, pour l'occasion, le dernier train circulera sur chacune des lignes du métro dans la semaine du 18 juin. Vous êtes donc invités à venir saluer le MR63 quand il passera près de chez vous. Il circulera en heure de pointe du matin et du soir seulement, selon l'horaire suivant. C'est sur notre site web d'ailleurs, si vous voulez le prendre en note plus tard. Le 18 juin sur la ligne jaune, le 19 juin sur la ligne verte, le 20 juin sur la ligne orange et le tout dernier voyage aura lieu le 21 juin sur la ligne bleue. Alors, aussi, on les remercie pour leurs états de service et soyez là pour souligner tout ça dans quelques jours. Un mot sur le projet de loi 186. Vous savez, ce projet de loi qui est encore à l'étude au Parlement sur l'acquisition de nouvelles voitures Azur. M. Tremblay et moi sommes allés faire entendre en commission parlementaire à Québec notre position. Nous nous sommes dit favorables à la décision du gouvernement. Nous avons présenté ce scénario qui vise à remplacer 17 trains MR73 par des trains Azur, ce qui correspond à notre capacité résiduelle pour l'entretien. Ce scénario avait 4 bénéfices importants. D'abord, l'amélioration pour les clients, parce que ce train-là, évidemment, a une capacité d'accueil de 8 %. Une optimisation des sommes déjà investies dans l'entretien puis le maintien de la vie utile des MR73, qui est amorcé depuis 2014. 40 millions ont déjà été investis dans ce programme. Et il y a aussi, très important pour nous, la protection d'une centaine d'emplois liés justement au programme de réfection des MR73. Et aussi, un argument de poids, l'absence de travaux qui auraient été nécessaires si on avait voulu remplacer tous les trains, aux travaux d'infrastructure qui auraient été de l'ordre d'à peu près 600 millions, qui auraient duré 5 à 6 ans. Donc, on a misé sur le remplacement de 17 trains par des trains Azur. Et évidemment, le scénario a été retenu. C'est ce qui a été proposé au gouvernement. Et évidemment, le projet de loi suivra son cours. Et ensuite, nous pourrons amorcer des négociations avec le consortium. Également, vendredi dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il allait de l'avant avec la réalisation du projet SRB P9. Les travaux vont commencer cet automne et le bureau de projet sera amené par la STM. C'est un projet, vous le connaissez, on en parle depuis un bon bout de temps. Il consiste à mettre en place des voies réservées
à haut niveau de service pour permettre la circulation des bus sur le boulevard P9 entre Saint-Martin à Laval et la station P9. C'est un tracé de 11 km. Il y aura 17 stations, 2 à Laval, 15 à Montréal. Et il y a aussi un stationnement incitatif qui est prévu à Laval. Un autre élément, il s'en est passé des choses depuis le mois dernier. On a mis en service le 25 mai les ascenseurs à la station du Collège. C'est une très belle intégration. Si vous avez l'occasion de passer par là, c'est un très beau projet qui s'est fait aussi dans un temps assez court, mais qui s'est réalisé de façon très efficace. Ce projet fait suite à la décision de construire le nouveau garage souterrain près de la station Côte-Vertu, ce qui entraînera la fermeture de la station Côte-Vertu à l'été 2020. Et donc, il a été décidé d'installer des ascenseurs à du Collège pour minimiser les impacts sur la clientèle. Donc, maintenant, le réseau compte 13 stations accessibles. Il y a des travaux en cours aux stations Vendôme, Honoré-Beaugrand, Jean Talon sur la ligne bleue et à Jean Drapeau. Il n'y aura jamais autant de travaux d'accessibilité dans le métro. On en est bien fiers. Et aussi, le réseau mobile continue de s'étendre. On a inauguré une 42e station branchée, la station Crémazie. Donc, dire que maintenant, on peut circuler et rester branché entre Côte-Vertu et Crémazie sur la ligne orange, entre Lionel-Gros et Baudry sur la verte, entre Snowden et Jean Talon sur la bleue. Évidemment, l'ensemble de la ligne jaune est branché. Et d'ici la fin de l'année, les stations restantes sur la ligne orange et la bleue seront également branchées. Et finalement, c'est le Grand Prix en fin de semaine. Ceux qui y participeront, je vous invite à ne pas oublier de planifier vos déplacements si vous y allez. Il y aura un titre spécial de 3 jours qui sera émis dans certaines stations, donc vous n'aurez pas à faire la file pour acheter des billets 3 jours de suite. Donc, on vous invite à acheter ce titre, ça va faciliter vos déplacements. Alors, je cède maintenant la parole au directeur général qui va vous parler de notre stratégie pour accueillir les 300 bus supplémentaires qui ont été commandés, annoncés l'an dernier, pour lesquels on aura peut-être un petit élément d'information supplémentaire au cours de cette assemblée également en termes de contrats octroyés. Merci, M. le Président. Bonsoir tout le monde. Effectivement, merci de me donner la possibilité de revenir un petit peu sur l'annonce qu'on a faite il y a quelques semaines sur la stratégie d'accueil des 300 bus, parce que dans les médias, là, on a vu toutes sortes de choses. Donc, je pense que c'est important de faire le point. Évidemment, c'était complexe, donc on peut comprendre qu'il y a peut-être des petits bouts qui ont été mal compris. Donc, c'est important de bien comprendre ce qu'on essaie de faire. Allons-y par le début. On se rappelle qu'on a lancé un appel d'offres pour recevoir les bus le 9 janvier dernier. Un appel d'offres qui a été ouvert le 4 mai dernier et pour lequel ce soir, comme M. le Président vient de le mentionner, on va octroyer le contrat là, aux fournisseurs conformes ayant obtenu le plus bas prix conforme. Donc, ça viendra un petit peu plus tard ce soir, mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là, quand on a fait l'appel d'offres, on n'avait pas encore la stratégie pour accueillir nos bus. Les accueillir, ça veut donc dire soit les stationner ou les entretenir. Donc, on avait tout un défi devant nous parce qu'on sait que les bus sont attendus pour 2020. Alors, depuis ce temps-là, les gens ont travaillé extrêmement fort et on en arrive justement avec une stratégie qui est constituée de 5 éléments. 5 éléments qui sont complètement indissociables. Ça veut donc dire que si un des éléments ne se réalise pas, la stratégie est en péril. Donc, c'est vraiment peut-être ce qui a fait défaut un peu dans notre communication pour que les gens comprennent bien l'ampleur de la décision. Donc, le premier élément qu'on met de l'avant, en fait, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, qu'on a annoncé l'été dernier, c'est la réalisation de la construction du centre de transport Bellechasse qui va être mis en service à compter de 2022 et qui va remplacer le centre de transport Saint-Denis. Donc là, ce qui est bien important de comprendre, ce ne sont pas des coûts supplémentaires, c'est des coûts qui étaient déjà prévus dans notre plan d'investissement. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va s'assurer de le réaliser en temps pour être en mesure de faire en sorte de recevoir nos 300 bus. Donc ça, c'est la première stratégie, qui est une stratégie permanente. Deuxième stratégie permanente, celle-là touche la construction d'un nouveau centre de transport. Un nouveau centre de transport qui va être situé au coin des rues Souligny et Dixon, dans l'est de Montréal, et qui va nous permettre d'accueillir des bus supplémentaires. Ce centre de transport-là, encore là, était prévu, mais il était prévu plus tard dans le temps, aux alentours de 2025 environ. Donc, ce qu'on est en train de faire, on ne met pas de coûts supplémentaires, on devance des coûts qui auraient dû être dépensés un petit peu plus tard dans le temps, mais c'est des coûts qui avaient quand même été prévus. Toujours dans les stratégies permanentes, la troisième et la dernière, ça constitue l'agrandissement de 3 de nos centres de transport actuels. Et ça, c'est des investissements qui n'étaient pas nécessairement prévus. Les 3 centres de transport en question sont le centre de transport Legendre, le centre de transport Anjou et celui de Saint-Laurent. Donc, ces 3 agrandissements-là vont nous permettre d'accueillir 150 bus supplémentaires à terme et nous donner un petit peu de capacité supplémentaire pour être en mesure de faire évoluer notre flotte dans le futur. À ces 3 stratégies permanentes s'ajoutent 2 stratégies temporaires
parce que ces 3 éléments-là vont, les 3 stratégies permanentes vont se mettre en place entre 2020 et 2022. Donc, d'ici là, il faut qu'on ait un petit peu de marge de manœuvre. Donc, la 4e stratégie qui se veut temporaire est l'allocation d'un bâtiment industriel qui est à proximité du centre de transport Stinson, un centre de transport qui existe déjà, environ 500 mètres du centre de transport Stinson et qui va nous permettre de stationner des bus. L'entretien, lui, va continuer à se faire au centre de transport Stinson et ça va nous permettre d'avoir une capacité supplémentaire de 50 bus. Ça aussi, c'est des coûts qui n'étaient pas prévus. Alors que la dernière, qui est aussi temporaire, qui est la réfection de la toiture du centre de transport Saint-Denis, on va devoir la faire compte tenu qu'elle a atteint sa durée de vie utile et ça va nous permettre justement d'aller chercher une petite marge de manœuvre. Et ça aussi, c'était un coût qui, compte tenu que ça nous arrive au moment où on se parle, n'aurait peut-être pas dû être dépensé. Donc, sur les 5 initiatives, il y en a quand même 2, les 2 plus grosses, qui étaient des coûts qui étaient déjà prévus, qui n'amènent pas de coûts supplémentaires pour le Trésor public ou pour nos finances à nous. Donc, ça se situe au niveau des 3 derniers éléments. Et c'est peut-être ce petit élément-là qui a été mal compris quand on a communiqué. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un travail colossal qui a été fait depuis le mois de janvier pour trouver cette stratégie-là. Ce n'est pas simple. Et le mot colossal là, est loin d'être exagéré dans cette phrase-là. Beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait. Et je tiens à remercier tous les employés qui ont travaillé. Je l'ai dit publiquement, mais je le répète. C'est un travail vraiment impressionnant qui a été fait en quelques mois. Évidemment, on n'est pas au bout de nos peines. Le défi reste à livrer ces infrastructures-là. Mais comme vous l'avez dit, M. Schnapp, hier à votre discours de la Chambre de commerce, nos employés, ce sont notre carte cachée. On a des gens extrêmement compétents à la STM et je n'ai aucun doute qu'on va être en mesure de livrer les infrastructures en temps opportun et comme on l'a promis. Et justement, tout ça pour notre clientèle. Alors, on pense qu'il n'y aura pas d'enjeu. Voilà. Merci, M. Tremblay. Là-dessus, on va passer à la période des questions. J'appelle Mme Mireille Casey. Commence par moi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, je viens à l'invitation de Laurence qui m'a contacté pour voir si justement je pouvais proposer des questions. Par rapport à l'accessibilité, moi je suis une personne sourde. Par rapport à l'accessibilité des personnes sourdes, on parle souvent du sous-titrage. Mais vos conseils, ils passent sur le canal YouTube. Mais présentement, le sous-titrage est généré automatiquement. Puis ça va bien mal, puis ça se lit très, très mal aussi. Alors, je me demandais si dans un avenir rapproché ou non, vous prévoyez de le faire vous-même, le sous-titrage, pour les conseils d'administration. Pour quand ça va repasser, je sais qu'en direct, c'est pas possible là, pour une organisation, mais quand ça va repasser, de prévoir que quelqu'un fasse le sous-titrage pour que ça soit plus facile à lire et que le sous-titrage généré automatiquement. Je vous remercie pour votre question. C'est vrai que quand on lit des sous-titres qui sont faits en direct, on réapprend un peu le français parce que les phrases sont un peu étranges, puis il faut essayer de les interpréter. Mais votre question est intéressante. Il faudrait voir quelle est la faisabilité de tout ça, dans quelle mesure, quel genre de ressources ça demande, puisque c'est déjà fait en direct. Donc, je ne peux pas vous répondre concrètement aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'on va quand même examiner ça pour voir dans quelle mesure on peut vous répondre. OK. J'ai une deuxième question, encore pour l'accessibilité. Quand on passe, moi, ça fait plusieurs années que je participe à la RUTA ou à des groupes pour l'accessibilité, pour les transports, pour les personnes sourdes. Les gens disent, bien, vous n'avez pas de problème. On a un gros problème, c'est quand il y a des pannes dans le métro. Nous autres, on ne sait pas du tout ce qui se passe, on ne sait pas quel autobus on doit prendre, s'il faut qu'on sorte, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. J'en ai parlé souvent parce qu'il faut... Maintenant, on affiche les stations dans l'autobus, dans le métro, où est-ce qu'il y a le prochain arrêt, les choses comme ça. Mais pour les messages d'urgence, on ne sait pas ce qui se passe. Fait qu'il y a les panneaux où il y a des nouvelles, puis... Oui, non, je vous écoute. Oui, OK. Mais moi, c'est parce que quand on me regarde plus, j'ai l'impression qu'on m'écoute peu. Bon, il y a les panneaux avec les nouvelles, puis la température, puis les choses comme ça. Je ne sais pas si ça serait possible de passer un message là, ou de prévoir, comme là, ils sont tout en train de faire des choses avec les cellulaires pour avoir une notification quelconque par texto ou quoi que ce soit.
je ne sais pas comment, mais qu'on puisse enfin savoir ce qui se passe quand il y a une panne dans le métro. Je vous écoutais, mais je voulais voir comment vous répondre, c'est ça. Déjà, dans le métro, quand il y a des interruptions, si vous regardez l'écran, en général, il y a une ligne qui roule en bas et qui explique qu'il y a des perturbations. Ça, c'est. À quel endroit? Dans l'écran où vous avez le temps de passage du métro en haut, vous avez la publicité et la ligne du bas, si vous regardez bien, puis généralement, c'est ce qu'il y a, puis c'est la même information qu'on a dans nos outils de communication, que ce soit sur Internet. Vous pouvez aussi, si vous avez un téléphone intelligent, vous abonner aux alertes. Vous allez recevoir l'information sur les alertes. La même chose qui est dite, qu'on dit dans les haut-parleurs, vous avez cette information-là sur les téléphones intelligents. Et éventuellement aussi, on pourra l'ajouter sur les panneaux que vous avez dans les autobus. Quand il y a des perturbations dans le métro, on devrait être en mesure d'inscrire sur le panneau que le métro est en interruption de service à ce moment-là. Ce n'est pas le cas actuellement, là, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Donc, toutes les informations d'urgence dont vous parlez, elles sont disponibles via les alertes qu'on envoie par des SMS ou si on est inscrit, là, on peut les recevoir par courriel aussi. Si vous voulez qu'on vous montre comment, là, quelqu'un peut peut-être vous accompagner tout à l'heure pour vous expliquer comment faire. Sinon, on peut entrer en contact avec vous plus tard là, pour bien vous expliquer comment avoir accès à toute cette information-là. D'accord, merci. Ça va? Puis je vais pouvoir informer la communauté sourde aussi quand on va savoir vraiment ce qu'on peut faire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonsoir. Monsieur Robert Bijoux. Bonsoir. Bonsoir. Je vais poser deux petites questions, mais je fais un petit préambule. Moi, j'ai l'habitude de voyager avec le 747 de Berry jusqu'à l'aéroport. Depuis 2017, l'ancienne autogare L'Île aux Voyageurs est inoccupée depuis 5 ans. En 2017, la Société québécoise d'infrastructure a abandonné le projet de mettre Revenu Québec là-dedans. Attendre l'autobus en hiver, c'est l'enfer avec les températures impitoyables à Montréal, surtout pour les aînés, les voyageurs chargés de valises ou ayant des enfants en bas âge qui n'ont pas les moyens de se rendre en voiture jusqu'à l'aéroport. Nous sommes en juin 2018. Pourquoi la STM n'utilise pas ce terminal abandonné de manière à protéger les voyageurs qui attendent le 747 vers l'aéroport? Bien, votre question, merci pour votre question, mais depuis quelques semaines, on a déplacé l'arrêt justement pour que les gens puissent attendre le bus dans l'ancien terminus. Il y a une zone là, qui est entretenue par les employés de la STM en haut, par où il faut passer pour aller au terminus de la station d'autobus. Alors, cette zone-là, là, elle est prévue pour ça maintenant. Peut-être qu'il reste à l'aménager un petit peu pour la rendre plus confortable, mais pour l'instant, c'est un endroit très, très, très pratique pour attendre le bus, parce qu'en plus, c'est le terminus du bus, donc il est présent pas simplement au passage, il est là, puis il est là pour quelques minutes. Donc, on peut attendre le bus dans cet endroit-là qui est à l'abri des intempéries. Donc, on ne pourra plus utiliser l'ancienne gare d'autobus, elle va être abandonnée. Bien, l'ancienne gare, l'ancien terminus d'autobus, oui. Là, ça, évidemment, ça appartient à la Société immobilière du Québec. Et c'est eux qui vont prendre les décisions. Là, il y a des projets qui sont en élaboration apparemment pour ce secteur-là. Mais en attendant que ces projets-là soient en cours, c'est un endroit qui est quand même plus pratique là, pour attendre le bus qu'au coin de la rue. Sinon, je vous dirais que l'endroit où on embarque le plus dans la 747, c'est au métro Lionel-Groulx. Et là, les gens font la file dehors. Et donc, il n'y a pas d'autre solution à cet endroit-là. Là, puis les gens le font quand même. Sauf que pour ce qui est de Berry, c'est l'endroit que je vous recommande là, si vous prenez le bus à Berry. OK, c'est ce que je fais. Ma deuxième question, c'est quelle est la quantité de suicides dans le métro qui se passe? Et je crois que vous avez déjà voyagé à Sao Paulo ou à Rio. À Sao Paulo, à Rio, 0 suicide, parce que ce sont des portes qui se ferment et ne laissent pas passer aucune personne, sauf quand le métro s'arrête, ça s'ouvre. Pourquoi vous ne faites pas quelque chose comme ça? Bon, pour ce qui est de la réponse à votre première sous-question, là, il y a une vingtaine d'incidents du genre dans le métro par année, okay. 20, 22, 23. Là. Bon an, mal an, c'est pas vraiment la bonne expression, mais donc, malheureusement, il y a ça. Pour ce qui est des portes palières,
à Rio, moi, quand je suis allé, il n'y en avait pas. Là. Ils ont probablement rajouté ça existe. récemment, mais ça peut faire partie des solutions qu'on pourrait envisager éventuellement. Donc, les choses auxquelles on pourrait réfléchir, mais ce n'est pas une solution qu'on peut implanter là, rapidement, mais à partir du moment où on amorce une réflexion, on pourrait l'envisager. Vous avez raison, c'est une manière d'éviter. Juste pour votre information. Et aussi les intrusions en tunnel, là, il y en a eu encore cet après-midi. Oui, je sais, j'étais dans le métro. OK. Alors, ça contribue aussi à éviter ce genre de situation-là, qui, elles, arrivent encore trop souvent également. Non, mais comme je dis, à Sao Paulo, il y a beaucoup de voyageurs, il y a 4 millions de voyageurs, zéro suicide. En tout cas, je vous remercie beaucoup, c'est ça que je voulais savoir. Merci. Bonsoir. Monsieur Normand Bellil. Bonsoir. Bonsoir, M. le Président, Mesdames, Messieurs. Si vous me permettez un tout petit aparté très rapide avant mes deux questions. On vient souvent, comme moi, je viens souvent ici pour me plaindre de certaines choses, mais je pense que quand il faut parler d'efficacité, c'est bien de le souligner. Lors de ma dernière présence ici, j'avais parlé de deux choses, entre autres des autobus mal adaptés avec les supports à bagages et les arrêts, les départs brusques inutiles au feu rouge. Et je dois féliciter le service à la clientèle. La semaine suivante, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire qu'il avait reçu des questions et qu'effectivement, l'autobus qui était particulièrement équipé pour le 747 ne devait pas être là, que ça va être corrigé. Bon, bravo, tant mieux. Bon, merci aux équipes. Et donc, cette fois, j'ai deux questions. La première, c'est au sujet du terrain azur, effectivement. Je suis bien heureux de voir que vous allez vous en procurer d'autres encore. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas tellement longtemps, peut-être l'automne passé, j'étais venu ici vous parler des fameux panneaux d'information dont certains vous indiquent la bonne direction et l'autre pas. Ah oui, les écrans de télé. Oui, les écrans de télé mobiles. Parce qu'entre autres, d'un côté, quand je dis si ça va bien, mais de l'autre, le résultat que sur un des côtés du train, quand vous êtes face au panneau qui va vers la voie ferrée, le train se dirige d'un côté, puis on vous indique que la station suivante est derrière vous. Je me demandais si dans les nouveaux trains azur, vous allez demander à Bombardier qui corrige le tir, parce qu'au prix où ça coûte ces trains-là, je pense que ces panneaux-là devraient refléter la réalité. Bien, écoutez, votre question, je la prends en note. Ça fait partie des choses qu'on pourrait envisager. Mais vous savez, dès qu'on arriverait avec des suggestions de changement, ça peut retarder tout le processus. Alors, cette question-là, vous l'aviez soulevée, je me souviens, puis quelqu'un l'avait même soulevée le premier jour quand on s'était promené. Bon, c'est sûr, ça peut paraître anodin, mais c'est fatigant. Bon, bien, écoutez, je prends ça en note. On va voir ce qu'on peut faire, mais pour le moment, je peux vous dire que ça ne fait pas partie des priorités. Là. Il y a d'autres enjeux prioritaires dans le cadre du train azur. Et quand on sera rendu là, c'est parce qu'on aura réglé bien des choses. D'accord, je vous reviendrai à ce moment-là. On vous appellera pour vous le dire quand ça sera fait. L'autre, c'est les arrêts brusques. On commence à être habitué parce que depuis l'arrivée des autobus à plancher bas en 1996, il semble impossible d'avoir des arrêts en douceur sur ces autobus-là. Je ne sais pas exactement pourquoi, là, mais on s'y habitue. Il y a quand même des chauffeurs qui ont développé une technique pour essayer de s'arrêter le plus doucement possible. Sauf qu'il arrive très souvent. Puis possiblement, j'ai l'impression, là, pour récupérer un retard sur les horaires, il y a beaucoup de construction à Montréal. Il y a beaucoup de détours, un paquet d'affaires. Et je ne sais pas dans quelle mesure les chauffeurs sont contraints de respecter l'horaire qui est assez fixe, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils roulent un petit peu plus vite, puis ils arrêtent à la dernière minute. Genre, il y a des autobus qui arrêtent à genre 5 ou 10 mètres avant l'arrêt. Fait que là, tout le monde se fait bousculer. Alors, on est un exemple que je vais vous donner très, très rapidement, pour lequel j'ai porté plainte d'ailleurs. Hier après-midi, circuit 51, boulevard Édouard-Montpetit, devant le Sepsum. À cet endroit, il y a une traverse prioritaire pour piétons. Le chauffeur arrive avec une vitesse d'environ 25-30 km/h. Il s'aperçoit qu'il y a un piéton qui vient de s'engager sur la traverse et freine au maximum. Une vingtaine de passagers à peu près debout qui sont passés de 30 km/h à l'arrêt complet en moins de 5 secondes. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais il y a des risques de blessures à un moment donné. Et pourtant, ce chauffeur doit passer par là une vingtaine de fois par jour. Il y a toujours cette traverse prioritaire. Puis normalement, les chauffeurs arrivent là, puis ils ralentissent un tout petit peu, parce qu'au cas qu'il y a quelqu'un qui se pointe à la dernière minute, ce qui arrive souvent. J'ai porté plainte, j'ai donné le numéro de l'autobus, le trajet. Par contre, pour le numéro de la route, c'est un petit peu compliqué, parce que les autobus, ça indique presque tous 99%.
sais pas, un nouveau... C'est le numéro du bus qu'il faut donner. C'est un nouveau pas le trajet, numéro. 99%. Serait-il possible de rappeler régulièrement aux chauffeurs que ce qu'ils transportent, ce sont des passagers, des personnes qui n'ont pas leur fauteuil méga confortable avec 150 ajustements possibles, appui-tête, appui-bras. Il y a des gens qui sont debout. Je comprends des fois que le chauffeur n'a pas le choix, il doit s'arrêter brusquement. Mais dans la mesure du possible, si on leur permet à un moment donné de jouer un peu l'horaire, de respecter un peu moins à cause des travaux, bien peut-être qu'ils rouleraient un petit peu moins vite et qu'ils arrêteraient un peu plus lentement à l'arrêt d'autobus. Ben, écoutez, puisque vous avez formulé une plainte, on va la laisser suivre son cours. Puis c'est sûr que cette information-là, dans la formation des chauffeurs, elle est présente. Je pense qu'on leur rappelle régulièrement. Mais la sécurité, c'est ce qui est le plus important. Et là, si dans ce cas-là, quelqu'un a commencé à traverser la rue, même si un bus s'en venait, à un moment donné, il faut juger quand même de part et d'autre. Là. Oui, non, ça, je le comprends. Mais, alors, moi, j'étais de pas là, réduire donc, ces situations-là. c'est un commentaire qui est noté. Puis je vous remercie d'être venu ce Merci. soir. Bonsoir. Merci. Madame Lynn Bonneau. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, je demande à verser une lettre au dossier Service sur l'avenue Ridgewood, autobus 11, dossier qui contient une pétition de 250 usagers de l'autobus 11, résidents de l'avenue Ridgewood, déposée ici même le 7 mars dernier. Je me suis vue dans l'obligation de tweeter cette lettre, Monsieur le Président, étant donné que je n'ai pu trouver ni votre courriel, ni celui de Monsieur Sauvé. J'ai trouvé le courriel de Mme Popéanu, la conseillère de mon district, qui, elle aussi, a une grosse job. Elle publie aussi ses numéros de téléphone. La lettre écrite vendredi dernier commence par « Je suis outrée de la façon cavalière avec laquelle la STM a choisi de traiter les résidents de l'avenue Ridgewood, utilisateurs du bus 11 aujourd'hui. J'imagine que vous l'avez vu. Nous avons subi une interruption de service au saut du lit. Un autobus à l'heure au lieu de 2 entre 7h et 10h. On se réveille et oups. La même journée au cours de laquelle le service de bus 11 se terminait à 18h15. Quelle malchance. Dans cette lettre, Monsieur le Président, je déplore aussi le silence de la STM au sujet du retour de l'horaire d'été pour l'autobus 11, qui offre plus de départs qu'à l'automne et à l'hiver, et je n'ai aucune réponse à cette question depuis 3 mois. La semaine dernière, je suis arrêtée à la station Berry-UQAM et j'ai vu que les horaires du service commençant le 18 juin n'étaient pas sortis. Aujourd'hui, j'ai constaté que le présentoir a disparu. Un préposé du service à la clientèle m'a dirigé aux objets trouvés, histoire vécue. Mais en vain, eux non plus n'ont pas les horaires du 18 juin. Aujourd'hui, j'ai reçu un courriel de la part d'un employé de la STM pour une rencontre à ses bureaux le 21 juin ou le 28 juin. Monsieur le Président, j'aurais mis la main sur l'horaire avant ces dates, je l'espère bien. Ici, c'est pour discuter des demandes formulées dans notre pétition. Il faudra que l'invitation soit adressée à l'ensemble des usagers résidents de l'avenue Ridgewood. Je peux vous suggérer 2 endroits près du métro Côte-des-Neiges, le sous-sol de l'église Notre-Dame-des-Neiges ou encore le centre communautaire de loisirs, un immeuble qui appartient à la ville. Ils vous feront un prix. Pour finir, Monsieur le Président, qu'en est-il de notre horaire d'été sur l'avenue Ridgewood? Bon, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, la raison pour laquelle on vous a écrit, c'est suite à votre demande. C'est parce qu'on a étudié le dossier au comité service à la clientèle avec M. Sauvé. Et c'était pour vous faire part de la réflexion, puis aussi pouvoir avoir un échange. Alors, de quelle nature peut être cet échange-là? Le principe, c'était justement de pouvoir parler et de pouvoir comprendre quels étaient les besoins précis pour voir dans quelle mesure il y a des choses qui pouvaient être considérées par rapport à vos demandes. C'est la première chose. Deuxième chose, pour l'horaire d'été, je ne peux pas vous dire où est passé le présentoir. Je sais qu'il y avait des projets de le moderniser. On est peut-être entre les deux, là, si quelqu'un peut me répondre. Je sais qu'on voulait le modifier, puis peut-être qu'on a enlevé le vieux pour mettre le neuf avant de mettre les horaires dedans. Là, c'est peut-être ça, tout simplement, qui s'est passé. Je ne sais pas. On va communiquer avec vous quand on le saura. Mais c'est clair que le présentoir va revenir parce que c'est toujours, pour bien des clients, très important d'avoir le document papier pour avoir l'horaire. Cela dit, vous savez qu'avec Ibus, maintenant, la meilleure façon de savoir dans combien de temps le bus va passer, c'est de vérifier le temps réel, puisque l'horaire ne tient pas compte de toute la congestion et tous les inconvénients qui peuvent se produire. Alors, de ce côté-là, c'est la meilleure solution si on veut savoir dans combien de temps le bus passe. Pour ce qui est de l'horaire comme tel,
je ne peux pas vous répondre, puis je pense qu'il n'y a personne ici qui sait exactement de quoi il en retourne pour ça. On va communiquer avec vous. Et pour le reste, si vous voulez m'écrire, je vais vous donner mon adresse, c'est très facile. Sinon, je suis sur Facebook, sur Twitter, puis il y a des clients qui réussissent à me rejoindre quasiment 3 fois par jour. Alors, je me cache de personne. Puis au contraire, je suis ici une fois par mois, puis j'avais même trouvé nécessaire d'être dans des stations de métro toutes les semaines pour rencontrer des clients. Alors, je suis relativement facile à trouver. Mon nom n'est pas difficile à trouver. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, quand il y en a un, c'est moi en général. Alors, c'est philippe.schnob@stm.info si vous voulez m'écrire. Monsieur Schnob, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on va avoir notre horaire d'été? Mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voulez avoir votre horaire d'été. L'horaire d'été va sortir bientôt. Non, Monsieur Schnob, il y a un horaire d'automne, un horaire d'hiver, OK? Ouais. Et puis depuis, je vais juste vous rafraîchir la mémoire, depuis quelques années, on nous a enlevé le service de pointe le matin et le soir, mais l'été, on a plus de départs. Alors là, cette année, on se demande, est-ce qu'on va avoir notre horaire d'été ou on va avoir encore des surprises? C'est ça qu'on veut dire. Je ne veux pas dire d'avoir le papier, là. Parce que Michel Tremblay, qui est responsable de la planification, c'est comme ça que j'ai compris votre question. Oui, bon, pour ça, je précise. C'est lui qui l'a écrit. Bonsoir, madame. C'est lui qui vous a écrit aussi pour vous rencontrer. Alors, vous pourrez déterminer ensemble peut-être la meilleure manière de vous voir pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. On pourra vous envoyer l'horaire d'été pour que vous l'ayez d'ici la fin de la semaine. À ma compréhension des choses, là, si ma mémoire est bonne, vous allez avoir votre horaire d'été, comme vous le dites. L'horaire de la Ligue 11 va être différent de celui des autres saisons parce que l'affluence l'été est pas mal plus important, notamment sur le Mont-Royal. Alors, je vous enverrai ça. On vous enverra ça dans les prochains jours. Ça me fera plaisir. Merci. Puis la deuxième réponse, je ne l'ai pas vraiment compris. On ne s'est pas compris, M. Schnob. C'est correct, on peut se parler. Je ne suis pas intéressée à rencontrer une personne. Là. Je ne suis pas élue, moi, là. Mais est-ce que vous me dites que je dois appeler monsieur et nous allons... Pas besoin de l'appeler, il est là. Alors, discutez-en avec lui, puis on va voir quelle est la meilleure façon de communiquer avec vous pour vous donner les informations. C'est pas moi. Donc, moi, je vais lui dire, je vais vous le dire tout de suite, je vais lui dire que ça va être l'ensemble des résidents. Merci, M. Schnob. D'accord. Michel, on va pouvoir faire le lien pour voir où est-ce qu'on fait ça. Alors, Mme Isabelle Boisvert. Oui. Merci Bonsoir. 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 J'ai une question, mais vous me présentez un mini préambule. Je suis une jeune maman en situation de handicap. Je fais aussi partie d'une association de parents en situation de handicap. En fait, quand on discute ensemble et quand je regarde mon vécu avec mon fils de 9 mois, on vit plusieurs problématiques au niveau du transport adapté avec nos enfants en bas âge. Autant au niveau de l'accueil que l'on reçoit des chauffeurs, autant au niveau de la technicité, au niveau de comment promener nos enfants de façon sécuritaire dans les véhicules de transport adaptés. Pour vous donner juste comme 2 exemples, souvent les chauffeurs ne sont pas habitués à avoir des enfants en bas âge avec nous. Ils veulent soit les laisser dans leur carrosse, alors que ce n'est pas un carrosse adapté. Donc, il ne faut pas le laisser là-dedans, ce n'est pas sécuritaire. Ou encore, ils ne savent pas du tout c'est quoi un siège d'enfant. Ils nous estiment parce qu'ils nous disent que nos sièges ne sont pas sécuritaires. Il y en a un qui a déjà carrément bardassé le siège de mon nouveau-né de 3 mois juste pour voir si c'était sécuritaire ou non. C'est peut-être pas une bonne idée. Aussi, je viens d'apprendre qu'après le siège nouveau-né, on n'est pas obligé d'avoir un siège pour enfants à l'intérieur des taxis. Par contre, bon, moi, mon fils, à 9 mois, il rentre presque plus dans son siège nouveau-né, mais manifestement, il n'est pas rendu assez solide physiquement pour être emporté sans aucun appui.
Donc, je me demandais, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer le service au niveau des chauffeurs de taxi, au niveau de leur compréhension de comment transporter nos enfants, et aussi au niveau de la technicité, comment avoir un siège ou non pour transporter un enfant à partir de 9 mois à aller jusqu'à 2-3 ans, à l'âge où est-ce qu'il va être plus solide. Bien, je vous remercie pour votre question, Mme Boisvert. Je vais demander à M. Mario Gagnon, qui est le directeur du transport adapté, de nous dire où on en est dans tout ça, puis peut-être nous faire part de ses commentaires. Oui, bonjour, Mario Gagnon, directeur du transport adapté. Effectivement, j'en conviens, c'est une situation qui n'est pas simple. Cependant, avant la rencontre, l'Assemblée publique, j'ai rencontré Mme Boisvert et j'ai su qu'il y avait une association de parents vivant en situation de handicap. Alors, je me suis engagé avec mon équipe qu'on allait les rencontrer pour essayer de comprendre les enjeux et nous améliorer nos procédures pour qu'on puisse trouver de meilleures solutions pour déplacer les enfants de notre clientèle. Voulez-vous ajouter quelque chose? Non, merci. Bien, je vous remercie d'être beaucoup. passé. Merci, bonne fin de soirée. Monsieur Gilbert Bauer. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Schnaub. Bonsoir, messieurs, dames du conseil. C'est beau. Je remarquais depuis quelques années sur la ligne orange en direction nord, en direction Laval, il y a 3 fois plus de fréquences entre 10h15, 10h30 et 11h30 du matin que vers le centre-ville où il y a beaucoup plus de monde parce que les métros vers Laval sont pratiquement tous vides et se suivent pratiquement un après l'autre, là. Et ça, je n'exagère pas, là. On voit les lumières rouges au bout, là, il y a déjà un autre qui arrive, là. Et puis ça, c'est pendant toute une grande période de même. Alors que vers le centre-ville, là, il y en a 1 sur 3 ou 4, là. Et il y a beaucoup de monde vers le centre-ville. Est-ce qu'il y a moyen d'inverser la chose, de mettre cette fréquence-là vers le centre-ville et réduire la fréquence vers Laval, durant cette période-là, entre 10h15 et 11h30 du matin, là? Écoutez, j'allais faire appel à Marie-Claude, mais je trouvais la réponse moi-même, je pense, parce que vous m'avez fait signe que... en fait, ce sont les trains de la pointe qui rentrent vers le nord pour aller se positionner pour la pointe de l'après-midi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trains en pointe du matin. Puis à un moment donné, ils retournent se garer. Mais Marie-Claude est peut-être Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde vers le centre-ville durant cette période-là, et puis il y a beaucoup moins de trains, là. C'est ça le problème, là. Bien, vous avez raison, c'est vraiment la situation parce que les trains roulent dans l'autre sens pour la pointe AM. Donc, on déploie la rafale de trains dans ce sens-là. Et par la suite, les trains doivent se retourner, se garer à Henri-Bourassa ou à Montmorency. Le garage Côte-Vertu va venir aider cette situation-là quand on va pouvoir balancer nos terminus et on risque d'avoir une fréquence plus régulière dans les 2 sens de la ligne. Mais en attendant, il faut que nos trains retournent se stationner pour qu'on puisse refaire les entretiens entre les pointes et retourner pour la pointe PM. Donc, ça va s'améliorer. Il n'y a pas moyen d'en rajouter vers le centre-ville, de ces trains-là, justement, au lieu de les laisser garer dans le nord, là? Ils sont pas mal tous en service dans l'autre direction pour la pointe et reviennent. Donc, ils pourraient revenir, mais ils reviennent, par la suite. Je parle, parce qu'il y en a 1 sur 3 vers le centre-ville ou 1 sur 4, des fois, vers le centre-ville. Effectivement. Donc, il y a votre pas observation tous ceux est qui bonne, se rendent mais... vers le nord se retournent après vers le sud. C'est pas vrai, pas durant cette période-là. Là. Non, mais ce qu'on dit, ils vont stationner pour se positionner pour la pointe de l'après-midi. Votre observation est tout à fait juste, mais l'explication est tout à fait raisonnable aussi. Alors, avez-vous une autre question? Oui, mais il y a une consultation qui commence bientôt, d'après ce que j'ai lu, concernant la révision de tous les circuits d'autobus. Ça commence à quel mois, quelle période exactement? Là? On est encore en train de déterminer quand précisément. Là, on va évidemment, c'est une consultation, alors on va le communiquer, soyez assurés. Mais je ne peux pas vous donner de date, pas de date encore actuellement. L'automne, c'est sûr que ça va commencer là, vers la fin septembre, début octobre. On a plusieurs types de consultations qui sont prévues. Donc, surveillez votre agenda. On va être dans un coin pas loin de chez vous dans pas grand temps. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Monsieur Julian Rodriguez. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai
être voyagé sur le réseau de transport en commun de notre ville depuis longtemps et je suis inspiré par l'histoire riche des véhicules de bus, métro, aussi le train en banlieue, les anciens tramways en occasion et les vieux panneaux dans le réseau, comme aussi les circuits d'autobus. Avec le retrait très bientôt des voitures de métro MR63, comme la même chose avec le remplacement de certains panneaux dans le réseau métro, autobus. Je pense que ça va être une bonne opportunité. Vraiment évaluer ou considérer un rêve pour un musée ou un centre histoire de transport en commun à Montréal. J'avais une question pour le conseil d'administration. Comment inspirer dans cette vision et comment peut-être faire cette possibilité, je vais en connaître pour tous les Montréalais et d'autres au monde aussi. Merci pour votre question. Pour ce qui est du MR63, ce que je peux vous dire, c'est que le dernier train qu'on va retirer, la dernière voiture, on va l'envoyer au musée de Saint-Constant, qui est un musée ferroviaire. Donc, il y en aura une là et je crois qu'on en gardera quelques éléments dans le réseau. Donc, éventuellement, si on avait, on peut rêver, un siège social avec un espace dans lequel on pourrait faire un musée, on pourrait les exposer là. Pour ce qui est des affiches et tout ça, il y a une boutique qui existe qui s'appelle la boutique STM. Oh oui, et éventuellement, ça fait partie des projets, on pourrait éventuellement, on ne dit pas pour demain, mais éventuellement se procurer des affiches comme ça ou des bandeaux de quai, des objets historiques via la boutique STM. Donc, ce sera fait éventuellement. Ça fait partie des projets. Donc, il y aurait moyen. On va en garder aussi, évidemment, pour le jour où on aurait l'opportunité d'avoir un musée, mais il y aura même moyen là, pour les clients, puis ceux qui aiment beaucoup le métro, de pouvoir acquérir certains de ces objets-là. Alors, ça fait partie des projets à court terme. Mais pour ce qui est du métro comme tel, là, du VMR63, il y en a un qui est certainement envoyé au musée de Saint-Constant et qui sera exposé au grand public. Ça va bien intéressé. Mais pour les choses dans les autres personnes, je demande une différente vision. Quand j'ai fait des histoires de réseau, j'ai fait une journée, j'ai une base différente, regarder certains artefacts ou panneaux dans les archives de la STM, par exemple, on a un vœu pour une première fois, pour longtemps, pour les autres visiteurs, dans tous les mondes, comme c'est le musée de New York, par exemple. Oui, donc on essaie de garder des choses comme ça là, pour pouvoir éventuellement les exposer. Alors on a cette préoccupation-là, soyez assurés. Je fais confiance. Merci. Merci. Au revoir. Monsieur Gleason-Frenette. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère qu'on n'aura pas de problème de transmission web. C'est promis. Il y en avait tantôt, il y avait des problèmes de son, mais nos techniciens syndiqués ont réglé le problème. Monsieur Schnob, vous êtes intervenu ce matin à l'émission de Paul Arcan et vous avez mentionné que dans les faits, les travailleurs de la STM et l'employeur veulent la même chose, soit réduire les heures supplémentaires. Comme si notre négociation se résumait à cela. La STM est arrivée à la table de négo avec plus d'une centaine de reculs des demandes pour privatiser certains secteurs d'activité et beaucoup plus encore. Tout ça pour obtenir, selon eux, plus de flexibilité. Que faites-vous? Puis je relance encore M. Sauvé avec ça. La conciliation famille-travail défendue aussi par notre mairesse, Mme Valérie Plante. Fait que, en lien avec cela, on va vous remettre ce soir à leur demande 2 lettres de démission récentes d'employés d'entretien de la STM qui racontent leur parcours et ce qu'ils ont vécu, ce qui les a menés à quitter la STM. Vous allez comprendre peut-être un peu plus la réalité du travail sur des horaires atypiques, parce que c'est notre réalité au quotidien. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à s'adapter à ça. Puis c'est dans nos demandes de négociation d'essayer de trouver des solutions pour pallier à ça.
Finalement, M. Schnopp, vous nous imputez la responsabilité des coupeurs de services. Et vous, M. Tremblay, vous nous accusez d'instrumentaliser la clientèle avec notre grève du temps supplémentaire. J'ai une question pour vous. Est-ce normal pour une compagnie de près de 10 000 employés et ayant une flotte de 1 800 autobus de planifier la livraison du service avec du temps supplémentaire qui se fait sur une base volontaire? Nous pensons plutôt que c'est la STM qui est responsable de ça. Alors, écoutez, comme c'est des questions liées à la négociation, je vais laisser M. Tremblay répondre. En fait, vous connaissez notre position là-dessus. Je pense que M. Schnopp l'a dit aussi. On est d'accord sur le fait que ce n'est pas une bonne idée d'avoir du temps supplémentaire. C'est ce qu'on demande. Ce que M. Schnopp dit, on demande la même chose. Peut-être qu'on ne s'entend pas sur comment on peut régler ça. À ce moment-là, ce qui reste à faire, c'est de s'asseoir et de trouver une solution. Comme je vous l'ai fait part à plusieurs occasions, on est disposé à faire ça, puis trouvons une solution ensemble. Parfait, parce que ce qui est véhiculé des médias, c'est comme on passe pour les pas fins, mais ce n'est pas nous autres qui gèrent une compagnie en planifiant 10 à 15 de tout l'ouvrage en TS, en temps supplémentaire. Fait que les responsables, je pense que ce n'est pas nous autres, puis je tiens à informer la clientèle de ça, parce que je suis là pour défendre mes membres. Je représente 2400 employés d'entretien. Je suis le président du syndicat, fait que c'est mon devoir de faire ça. Je vous remercie. Bonsoir. Bien là, ça, c'est un problème technique. Là, on n'a rien. Est-ce que vous pouvez vérifier? Bien, vous dites que c'est arrivé au début. Est-ce qu'on peut voir quel est ce problème-là? Monsieur Bruno Marion. Bonsoir à tous. Bonsoir. Membre du CA, M. Sauvé. Ce soir, je m'adresse à vous avec plusieurs chapeaux. Moi, je suis un employé de la STM, je suis un père de famille, je suis un résident du Sud-Ouest. J'ai voté pour l'administration Plante. Puis, dernièrement, j'ai reçu un appel de la CPE, la petite station, dont mes enfants ont fréquenté. J'ai une petite fille qui va rentrer là, prochainement, continuer à la fréquenter. La directrice m'a interpellé pour m'annoncer qu'il y avait plusieurs mesures qui s'en venaient ou des coupures, en fait, des services que la STM donnait à la petite station. Fournir des autobus pour des sorties occasionnelles à raison de 3 fois par année. Du papier recyclé pour faire du bricolage aux enfants. Des services d'imprimerie, du déneigement, des petits travaux sur les terrains. Puis le renouvellement du bail qui ne sera pas effectif en 2025. Fait que toutes ces mesures-là, je pense, on parle beaucoup de travail-famille. Je pense pour la STM, c'est un incitatif pour les travailleurs de venir travailler à la STM quand tu as une garderie dans le stationnement. Ça diminue l'absentéisme, c'est que bénéfique. Il y a des études partout. Mais quand j'ai reçu cet appel-là de la directrice, je me demandais si c'était l'administration Plante qui était au volet ou l'ancienne administration, parce que moi, j'ai voté. J'ai voté pour l'équipe à M. Sauvé, je viens du Sud-Ouest. J'ai suivi beaucoup la campagne de Mme Plante. Puis c'était travail, famille, loisirs, culture. Puis quand j'ai entendu ça, je me demandais, j'ai dit, voyons, ça ne reflète pas ça pourquoi j'ai voté. Donc, ma question s'adresse à la STM et à l'équipe de Mme Plante. C'est quoi pour vous le travail-famille? D'abord, pour votre question relativement au CPE, là, je ne sais pas si M. Tremblay a des détails ou si quelqu'un ici peut nous expliquer. Michel se lève, mais c'est parce qu'il va s'asseoir. René, peut-être. René Amilcar. Bonsoir, monsieur. Au fait, en ce qui a trait à la garderie, la petite station, en aucun temps il a été question de couper quoi que ce soit de ce que vous avez dit, à l'exception des gratuités au niveau du transport, parce que vous savez que malheureusement, nous ne sommes pas tenus de donner de la gratuité dans le transport sans les autorisations. Vous savez maintenant qu'on est régi par la RTM et ainsi de suite. Donc là, on fait vraiment le ménage, puis on avise les gens. Puis d'ailleurs, on a donné toute une période de grâce jusqu'au 31 décembre pour permettre justement à la petite station de pouvoir trouver une solution par rapport à ça. Donc, c'est le seul point qui a été touché.
Par contre, je comprends probablement parce que dans cette même entente, tous ceux dont vous avez énuméré sont là parce que je l'ai lu moi-même, alors je suis très au courant. Et les autres choses n'ont pas été énumérées à cet effet-là. Donc, en 2025, il n'y aura pas des condos à la place de la petite station. En tout cas, si vous me l'apprenez si c'est Moi, le je cas. ne serai plus là en 2025, mais c'est pas grave, il risque d'avoir d'autres travailleurs STM qui vont bénéficier de la petite station. Je répète, ce dont on a discuté et ce qu'on a demandé jusqu'au 31 décembre, c'est de trouver une solution pour la gratuité au niveau des transports. Du transport. Bon, Merci c'est ça beaucoup. l'élément. Je vous remercie. Merci. Merci. Monsieur Daniel Lalonde. Bonsoir, M. Schnapp. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. Alors, on est venu au dernier conseil d'administration le mois passé. Et puis, nous avions l'intention d'amener avec nous Clément Courtois, notre responsable des communications. Ce n'était pas possible cette soirée-là, mais ce soir, il pouvait venir. Alors, on aimerait poser quelques questions et j'aimerais que Clément puisse... vu que c'est Clément qui a toujours collaboré avec la STM dans les demandes et les offres. Alors, je vais vous laisser Clément poser les quelques questions. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Permettez-moi de vous donner ces documents auparavant. Merci. Avant de commencer, donc j'étais pas là à au dernier conseil du mois passé, je l'ai regardé sur Internet. Et avant de commencer avec mes deux questions, j'aimerais réparer les allégations qui ont été faites contre Daniel ici présent, qui sont complètement fausses et hontées. D'ailleurs, une plainte a été portée à la police contre Huguette Johnson, auprès aussi du service de sécurité de la STM. Plainte pour harcèlement, diffamation et intimidation. Ensuite, pour ce qui est des deux questions. En 1986, la STM a commencé à collaborer avec les musiciens du métro, avec Grégoire Dunleavy, ici présent, qui est maintenant notre vice-président. La présidente en charge à l'époque était, son nom Grégoire, c'était la présidente en 1980. C'était Louise Roy, Madame Louise Roy. Louise Roy. Et les collaborations ont commencé. On a trouvé l'ASTM et les musiciens du métro des emplacements pour jouer. On a trouvé un système pour que ça fonctionne, les petits papiers, dont le calepin que je vous ai donné juste ici. Et l'ASTM référait toute question qui venait pour les musiciens du métro revenait sur le cellulaire de Grégoire, sur son téléphone fixe. À l'époque, c'était des fixes. Et ça a continué comme ça jusqu'aux années 2000. Ensuite, le regroupement des musiciens du métro est né en 2009. En 2012 est né le partenariat STM, regroupement des musiciens. On a fait les étoiles du métro. Et en 2017, on ne s'est pas entendu pour le programme 2018. C'est pas grave. Tout ce que je veux dire, c'est que pendant 35 ans, la STM a reconnu le système de fonctionnement. Et aujourd'hui, sur le site de la STM, on lit « Premier arrivé, premier servi pour jouer dans le métro ». Alors que depuis 35 ans, on fait d'une manière différente. Ça a été reconnu. Le système est éprouvé, il fonctionne. Pourquoi ce n'est pas écrit, la vérité, enfin, comment ça fonctionne sur le site de la STM? Écoutez, je vais demander à Mme Geneviève Bourbeau, qui est directrice du marketing et qui est responsable de ce dossier-là, de nous expliquer, de répondre à la question. Alors, bonjour. Bonjour. On ne s'est pas croisés encore, donc enchanté. Écoutez, moi, ce que j'en comprends, donc ce que j'expliquais, c'est que je suis toute nouvelle à la STM et je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions qui n'ont pas eu lieu avec moi, donc vous allez m'excuser. Je vais quand même rester générale sur ce que j'en sais. Ce que je comprends, c'est qu'on est à réévaluer le programme. On est en train, le projet est en cours, donc on s'en est parlé le mois dernier. On présente au prochain CA la démarche. Et puis, on va arriver avec une période de consultation où les musiciens, le regroupement vont être consultés pour faire le nouveau programme de 2017. Je comprends, mais ma question ne porte pas sur les étoiles du métro. Je parle des musiciens du métro en général. Je ne parle pas du programme des étoiles. Là. Je parle juste pourquoi mettre une information erronée sur votre site web. En fait, c'est le règlement qui est en vigueur
aujourd'hui. Il est sur notre site web, c'est ça le règlement, c'est premier arrivé, Donc, premier servi, les lires gratuites à tous les musiciens. Avant 86, il y a eu plusieurs années où les musiciens ont joué dans le métro. Puis c'était premier arrivé, premier servi. Il y a eu des chicanes, il y a eu plein d'affaires. Si vous nous consultiez, on pourrait vous raconter ce qui s'est passé. Mais si on est arrivé à ce système de petits papiers, c'est parce que c'était le meilleur. Alors si vous revenez 40 ans en arrière, ben, on revient à des problèmes. Ma compréhension, c'est qu'on est en discussion. On a eu plusieurs discussions. Mais pas avec nous, madame. Moi, je n'ai pas parlé avec vous. Je ne peux pas élaborer permettre, plus. parce que l'idéal, ce serait qu'on... que ça suive son cours. On a demandé à Mme Bourbeau de venir nous expliquer où on en est dans la démarche. Je pense qu'il y a des discussions qui vont avoir lieu de toute manière, parce que c'est clairement un univers qu'on apprécie beaucoup, les musiciens du métro. Et on apprécie jouer dans le métro aussi. Et on veut que ça se passe dans l'harmonie. Alors, commençons par avoir des discussions harmonieuses entre nous. Mais ensuite, on verra pour la suite des choses, mais on ne réglera certainement pas ça ce soir. Ça, je comprends, bien sûr. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est que le mois passé, nous sommes venus, on a demandé à ce qu'on nous contacte. Madame, je pense, nous a dit, on va vous contacter prochainement pour prendre un rendez-vous. On n'a pas eu un coup de fil, un courriel, rien du tout. Alors, la seule chose qu'on a reçue, c'est un courriel que je vous ai transmis d'ailleurs sur les papiers présents, pour nous dire que certaines lyres allaient être fermées le 7 juin pour des tournages ou quelque chose du genre, et vous nous demandiez de communiquer l'information à nos membres. Donc si je comprends bien, vous nous reconnaissez officieusement, mais officiellement, ça n'existe plus. Et j'aimerais savoir pourquoi. Geneviève. Donc, malheureusement, la même réponse, c'est qu'on est à revoir le programme. Et le pourquoi pas appeler, c'est qu'on est dans la période de balisage, de bâtir, en fait, une connaissance de ce qui se fait, de pouvoir parler avec notre CA de la démarche. Puis après ça, vient la période de consultation. Je reviens vers vous, je vous entends, mais je ne vous parle pas du programme des étoiles. Je vous parle du système des musiciens du métro de Montréal. Moi aussi, je vous parle de ce système. Ok, alors je n'avais pas compris. Quand vous parlez de programme, c'est pour l'ensemble de la manière dont ça joue dans le métro. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y aura des discussions qui vont devoir avoir lieu. Tout à fait. Juste pour terminer, excusez-moi, tout ce que je pourrais vous suggérer, c'est, quand vous allez penser à ça, c'est que nous sommes experts en la matière. Tout à fait. Donc, je pense qu'il est important de nous consulter rapidement. Et le Conseil a été sensibilisé à ça le mois dernier. Aujourd'hui, on a demandé d'avoir plus de détails. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir aujourd'hui, mais on nous assure qu'on l'aura le mois prochain. Alors, je vous remercie. Et si on pouvait au moins être dirigé, c'est-à-dire que ce soit écrit sur le site, s'il y a des questions, que ce soit dirigé juste, on ne demande pas d'argent, on ne demande rien, juste qu'on nous demande qu'on puisse renseigner les gens sur vraiment comment ça fonctionne. D'accord. Je vous remercie. Monsieur José Eduardo Orzo. Monsieur José Eduardo Orzo? Non? Une fois, deux fois, trois fois. Monsieur Grégoire Dunn-Lévy. Ah, oui, c'est... Je pense qu'il y a un scénario de... Oui. C'est parce que ces messieurs sont ici, parce qu'il est arrivé des choses dans le métro avec une personne, avec la demoiselle qui est venue ici l'autre jour. Elle vient faire sa loi, Huguette Johnson, dans le métro. Elle fait peur au monde, elle harcèle le monde, elle intimide les musiciens. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Et ces personnes-là, il y en a qui viennent de tous les pays du monde là-dedans. Même que Huguette Johnson a dit qu'on est des gens racistes puis tout ça, alors qu'on n'est pas. Nous, on essaie de faire fonctionner les musiciens dans le métro raisonnablement, avec une logique, avec un peu d'organisation. On ne veut pas qu'un musicien arrive puis qu'il joue 4 heures de temps puis qu'il empêche d'autres musiciens de jouer, parce qu'il y en a, quand ils s'installent, ils ne décollent plus. C'est la situation avec cette demoiselle-là. On va laisser les gens s'exprimer votre point de vue sur votre dossier, mais on n'est pas ici pour régler le cas de quelqu'un d'autre. Mais ces personnes-là aimeraient passer après la demoiselle parce qu'elle s'est inscrite avant. Vous êtes inscrit dans cet ordre-là. Elle s'est inscrite avant eux autres, avec tous eux autres. Les autres se sont dit, on va y aller après. J'ai 11, 12, 13, je respecte. Oui, mais ils sont inscrits après, la demoiselle. Fait que c'est pour ça qu'ils sont là. Moi, je me fie à l'ordre que j'ai. Je n'étais pas là. Puis les gens derrière, je leur fais confiance sur l'ordre. Ce n'est pas eux qui ont choisi l'ordre. Alors, M. José Eduardo Orzo. Non, vous allez passer là parce qu'après, ça finit avec Mme Johnson, puis après ça, on a l'ordre du jour. Sinon, on passe par-dessus. Sinon, c'est pas la façon que ça s'est passé. Moi, je m'excuse, mais je fais confiance aux gens qui sont là. On a les choses dans l'ordre dans lequel on les a données. Je n'ai pas de raison de douter de leur honnêteté. Bonsoir, monsieur. Bon, je vais essayer. On m'informe du contraire. Effectivement, quoi?
Bon, que madame était arrivée avant les autres. Oui. Bon, mais là, cela dit, là, on n'est pas ici pour régler le cas de qui que ce soit. Alors, et vous avez bien exprimé votre point, je pense. Non, mais c'est pas ici qu'on va régler ça. C'est pas ici qu'on va régler ça. Ben, elle va parler, mais elle a le droit de parler, comme vous avez eu le droit de parler. Et là, j'ai dit M. José Eduardo Orzo. Et s'il ne veut pas parler, ben, je vous remercie d'être venu. Merci, bonsoir. M. Grégoire Dunleavy, si vous voulez parler maintenant. Sinon, votre tour sera passé. Mais regardez, moi, ce que je vais laisser Mme Johnson parler. Ensuite, si vous voulez vous parler entre vous, vous avez tout le loisir de le faire. Non, mais ce n'est pas un tribunal ici. Là. On n'est pas ici pour juger ben, je ne sais pas, moi, ce qu'elle s'en vient dire. Alors, si vous voulez savoir ce qu'elle vient de dire, vous êtes mieux placé que moi. Alors, merci. Mais je pense que ça exprime bien la nécessité de gérer ce dossier-là avec un peu d'harmonie de part et d'autre. Oui, parce que, voyez, mais c'est peut-être pour ça qu'on a de la difficulté à trouver comment le juste milieu dans tout ça. Excuse-moi, monsieur, mesdames, merci. Je pense qu'il y avait un petit malentendu parce que madame voulait, quand elle nous a vus, elle voulait passer après nous pour que, quoi que ce soit que nous on dit... Allez, exprimez ce que vous voulez dire, c'est ça qui est important. Moi, je veux entendre ce que vous avez à dire sur le dossier. Comme je vais écouter madame, puis ensuite, on passera à autre chose. Moi, je veux passer à une situation à Berry UQAM. Le tirage, parce qu'à Berry UQAM, on fonctionne par tirage. Ça veut dire que vers 11 h le soir, à tous les soirs, les musiciens ils se regroupent à Berry, dans le corridor, à Berry UQAM. Puis, il y a un tirage pour le lendemain. Et ça, ça fonctionne depuis début des années 2000. La raison pour laquelle, quand on a commencé ce tirage-là, est parce qu'avant ça, c'était bordélique. Parce qu'une semaine, il y a un changeur qui commence d'ouvrir par une certaine porte. Donc, les musiciens, ils comprennent que, bon, c'est par cette porte, à cette porte qu'on devrait attendre. Mais il y a des musiciens qui, même en hiver, à 2h30, 3h le matin, ils attendent dehors des portes. Et pas tout le monde a un auto dans lequel ils peuvent se cacher. Ils attendent devant la porte et un nouveau changeur arrive, il ouvre une autre porte. Mais il y a un musicien qui voit que l'autre changeur a ouvert cette porte-là, il rentre, il commence une liste. Les gens qui attendent là depuis 2h30, 3h le matin, ils rentrent. Cette personne-là a déjà parti une liste. Ils disent, mais c'est pas ça la porte. C'est entendu que c'est cette porte-là. C'est moi qui est arrivé en premier. Premier arrivé, premier servi. Alors, c'était comme ça pendant un bout de temps. Et finalement, on a décidé d'avoir un tirage à Berry pour régler les chicanes, le bousculage, tous les problèmes à Berry. Alors, avez-vous une question? Oui. Mais c'est ça que je voulais expliquer. Et aussi, madame... Avez-vous une question? Parce que là, on tourne en rond un peu. Je comprends la problématique. On va la prendre en considération. On va essayer de trouver des solutions. Mais là, on ne réglera pas ça ici, là, clairement. Là. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais vous remercier de votre présence. Et je vais passer la parole à la j'ai une prochaine question, personne. monsieur. Oui, quelle est votre question? Alors, je vais commencer ma question par une déclaration. Il y a un monsieur qui joue dans le métro. Il joue le violon, il joue très bien. Allez avec votre question, là, parce qu'on les apprécie, les musiciens du métro, dans le métro, quand ils jouent de la musique. Allez-y avec votre question. Monsieur, il porte une tête de chien, OK? C'est un personnage. Il fait son personnage dans le métro, OK? Et Mme Johnson a pris sa photo, a affiché son photo partout dans le métro, et a commencé d'écrire des commentaires. J'ai dit de poser une question par rapport à votre dossier. Est-ce que la STM, est-ce que vous prenez la parole de quelqu'un, parce que là, toutes les plaintes contre les musiciens et les musiciennes viennent dernièrement surtout d'une seule personne,
Bon, écoutez, je ne suis pas au courant qu'il y a des plaintes par rapport Mais il y aux avait des musiciens. plaintes il y a un mois, monsieur. Bon, d'accord. Un mois et demi. Quelle est votre question? Et alors, la parole de cette personne est prise Je ne peux contre pas vous dire, je ne suis pas au courant de ça. Cette femme-là, elle a été permise la dernière fois de venir ici et tout le monde a le droit de venir poser des questions. de faire quand même une diffamation de caractère sur Daniel Lalonde et sur le regroupement des musiciens du métro. Ça veut dire, moi je veux savoir, est-ce que vous permettez quelqu'un de venir ici parler en dernier C'est pas la question. contre mais vraisemblablement, c'est ça qui quelqu'un va arriver. et contre un organisme et sans que nous, on a le droit de se défendre. C'est pas un Ou que M. tribunal. Lalonde a le droit de se défendre. C'est pas correct. Excusez-moi, c'est pas correct. C'est pas ici que ça va se régler. Vous avez pris la parole, on vous a compris. Le Conseil a pris ça en note. On a même mentionné cet après-midi qu'on voulait avoir un dossier complet sur la situation. On ne veut pas régler ça ici ce soir. Vraisemblablement, il y a un problème. Vous l'avez exposé, je vous remercie, on a compris. Et on va essayer de trouver une solution dans le meilleur intérêt de l'ensemble, de la STM, des musiciens. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Excuse-moi si je suis devenu plus passionné. Les artistes, on est passionnés. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à aller vous asseoir. Non, bien là, vous avez passé votre tour, alors ça va être au tour, mais j'attends que vous soyez assis avant d'appeler la prochaine personne, Mme Huguette Johnson, que j'inviterai à être brève dans sa question et à ne pas alimenter ce débat-là qui sera réglé dans d'autres forums. Thank you for the opportunity. I'm afraid I feel more comfortable speaking in English if I'm allowed. Premièrement, vous voyez leur attitude, c'est l'attitude. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour vous avez une question, c'est ça. Exactement. On va répondre à votre question. C'est ce sort d'intimidation que je rencontre chaque fois que j'aille dans le métro pour m'inscrire. Ils sont des gars, n'est-ce pas, des hommes, n'est-ce pas? Regardez ma taille, je ne peux pas intimider des gars comme ça. J'ai moi aussi fait des plaintes avec la police en renommant Daniel Lalonde principalement, quand j'avais mentionné le mois dernier. Et quelle est votre Kim, c'est le D'accord. Coréen. Je ne veux pas qu'on se mette à nommer des gens et à pointer des gens. Vous avez une question pour le conseil d'administration. La question, c'est qu'ils ont mentionné une partie du problème, c'est que d'après la recherche que j'ai faite, d'après tout ce que j'ai lu, d'après... il paraît que mon français... je vais le faire. Allez en anglais, mais votre français est quand même très bien. Très bien. I just feel a little intimidated speaking in case I make a mistake, but I'll try anyway. D'après vos directives, tous les musiciens... Premièrement, il y a d'autres musiciens, je ne suis pas la seule qui veut jouer partout et qui se plaignent. C'est moi la seule avec le courage qui vient ici devant tout le monde pour s'exprimer que le système n'est pas parfait. Incluez-moi, s'il vous plaît, dans vos processus parce que je représente les autres. OK? So, l'autre fois, j'ai dû appeler la police. La même soirée qu'on s'est vu ici, je suis allée m'inscrire. Daniel Lalonde encore. Je vous demande d'aller à votre question et pas de pointer les autres. So, d'après, je voulais juste que vous reiterate les directives, parce qu'ils ont mentionné qu'ils continuent à faire le tirage. Le tirage est illégal parce que ça exclut les autres qui viennent le lendemain d'après vos directives, premier arrivé, premier servi, de s'inscrire pour jouer aux aussi. À Berry-UQAM, dans le couloir de Longueuil, à Sainte-Catherine, à Berry-UQAM, la sortie là-bas, la sortie à Saint-Denis, ce groupe continue à bloquer les autres musiciens de jouer, incluant moi aussi. Je voulais juste que vous, sur le record, s'il vous plaît, parce que j'ai l'intention, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Il y a Formule 1, il y a tous ces événements. Nous tous, nous avons des factures à payer. Nous tous, nous sommes passionnés. Nous voulons jouer. D'après vos directives, on est permis et on est la bienvenue de jouer partout. S'il vous plaît, sur le record, mentionnez vos directives pour qu'ils comprennent. Elles seront réitérées. Là, moi, je ne les connais pas par cœur, mais je pense que c'est une notoriété publique. Peut-être que Madame... Non, alors ça va aller. On a pris votre message et votre commentaire en considération. Et s'il vous plaît, je veux vraiment être partie des discussions. Alors, si vous avez besoin de mes commentaires, je suis disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ça met fin à la période des questions. On va passer maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée. Article 1, adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil. Je propose et j'appuie. L'article 1 est adopté. Article 2, approuver les procès-verbaux des Assemblées du Conseil d'administration de la Société tenues les 12 avril et 2 mai 2018.
J'appuie. L'article 2 est adopté. Article de la rubrique 3, 3.1. Modifier le contrat adjugé au consortium Bombardier-Alstom pour la fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal. Article 3.2. Adjuger un contrat à Novabus, une division du groupe Volvo Canada, pour l'acquisition de bus 40 pieds hybrides diesel électrique à plancher sur BC pour la période 2020-2024. Je propose... Et j'appuie avec grand plaisir. L'article 3.1 et 3.2 sont adoptés. Rubrique 4, 4.1, adjuger un contrat de service à Veolia Canada Services industriels pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en vrac. Je le propose, M. le Président. Et j'appuie. L'article 4.1 est adopté. Rubrique 5, 5.1, adjuger un contrat de service professionnel à Archipel Architecture pour divers mandats en architecture. Et 5.2, adjuger à Fasken Martineau du Moulin un contrat de service professionnel juridique en santé et sécurité du travail. Je les propose, M. le Président. J'appuie. Les articles 5.1 et 5.2 sont adoptés. Dans la rubrique 6, maintenant, 6.1, adopter le règlement R185 autorisant un emprunt d'1 962 579 pour financer le projet laveur de bogies et pièces de métro. 6.2, adopter le règlement R186 autorisant un emprunt de 18 672 734 pour financer le projet acquisition de minibus phase 2. Je propose. Et j'appuie. Les articles 6.1 et 6.2 sont adoptés. Rubrique 7, 7.1, ajout de la ligne 711 Parc du Mont-Royal Oratoire, les fins de semaine et jours fériés. Je propose. Et j'appuie. L'article 7.1 est adopté. Rubrique 8. 8.1, autoriser une révision de l'entente de construction conclue avec le réseau de transport métropolitain, le Centre universitaire de santé McGill, la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria pour le projet Vendôme. 8.2, autoriser un mandat à la Société de transport de Laval pour l'acquisition d'autobus urbains 40 pieds électriques à charge lente au dépôt. 8.3, autoriser un amendement au bail intervenu avec Fonds de placement immobilier communard. 8.4, autoriser une entente avec l'Autorité régionale de transport métropolitain pour la délégation du projet SRB P9. Et 8.5, renoncer au droit de préemption terminus Rosemont. Je propose. Et j'appuie. Les articles 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5 sont adoptés. Et dans la rubrique 9, 9.1 à 9.5, 9.1, accepter des mandats pour l'acquisition de minibus transport adapté. 9.2, autoriser le paiement de factures émises par l'Autorité régionale de transport métropolitain pour l'utilisation des équipements métropolitains. 9.3, désigner les secrétaires adjoints et les trésoriers adjoints conformément à l'article 69 de la loi sur les sociétés de transport en commun. 9.4, remplacer un membre au comité de régime de retraite de la Société de transport de Montréal. Et 9.5, autoriser la convention d'aide financière Cité Mobilité modifiée. Je les propose. J'appuie. Les articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5 sont adoptés. Et finalement, les articles 9.6 à 9.8, 9.6, adopter la refonte du Code d'éthique de la STM. 9.7, adopter le règlement R139.5 modifiant le règlement R139 tel que modifié par les règlements il manquait le R, R139.1, R139.2, R139.3 et R139.4. Déléguant à certains employés le pouvoir d'effectuer des opérations de trésorerie et de signer tout document requis à cet effet. Et 9.8, adopter la structure administrative, direction exécutive, planification et finances, ainsi que certaines modifications à l'encadrement administratif. Je les propose et j'appuie. Les articles 9.6, 9.7 et 9.8 sont adoptés. Alors, ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée du 6 juin 2018. Merci à tous. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.